La valise de Sébastien explosa sur le sol de marbre de la gare du Nord, projetant ses chemises blanches impeccables et ses dossiers confidentiels dans toutes les directions. C'était exactement le genre de catastrophe qu'il passait sa vie à éviter. 42 ans, directeur financier d'une multinationale pharmaceutique, Sébastien Mercier ne ratait jamais rien. Jamais un rendez-vous, jamais une échéance, jamais un train. Jusqu'à ce mardi glacial de février où tout bascula. Le Thalys pour Amsterdam venait de quitter le quai numéro 3 avec ses projections trimestrielles, sa présentation PowerPoint perfectionnée pendant 3 semaines et sa réputation professionnelle à bord. Il resta figé, regardant les feux arrière du train disparaître dans le tunnel, incapable de comprendre comment sa montre suisse de luxe avait pu le trahir ainsi. Autour de lui, des centaines de voyageurs pressés le contournaient comme un rocher dans une rivière, indifférent à son désastre personnel. C'est alors qu'une voix féminine, teintée d'un accent qu'il ne parvenait pas à identifier, brisa sa paralysie. « Vous savez que vos documents confidentiels sont en train de s'envoler vers le quai numéro 7 ?» Sébastien se retourna et vit une femme accroupie qui ramassait ses affaires éparpillées avec une efficacité déconcertante. Elle portait un manteau bordeaux élimé, des bottines usées et un foulard multicolore noué négligemment autour du cou. Ses cheveux noirs indisciplinés s'échappaient d'un chignon approximatif et ses yeux noisettes pétillaient d'une lumière qu'il n'avait jamais vue dans son monde aseptisé de tours de verre et de salles de conférences climatisées. Le chaos avait commencé 3 heures plus tôt dans l'appartement haussmannien de Sébastien, situé dans le 16e arrondissement. Son réveil avait sonné à 6 heures précises, comme chaque matin depuis 15 ans. Douche de 7 minutes, rasage de 4 minutes, costume gris anthracite sur chemise blanche, cravate bleue, marine. Le petit déjeuner était déjà préparé par Madame Fontaine, sa gouvernante qui arrivait tous les jours à 5h30 pour orchestrer sa vie domestique avec la précision d'un chef d'orchestre. Café noir, 2 tartines beurrées, jus d'orange pressé. Sébastien avait parcouru les titres du Financial Times en mangeant, vérifié ses courriels sur sa tablette, confirmé mentalement l'ordre de sa journée. Le taxi devait arriver à 7h15 pour le conduire à la gare du Nord. Le Thalys partait à 8h47. Réunion à Amsterdam à 11h30. Tout était calculé, prévu, maîtrisé, sauf que Madame Fontaine avait oublié de mentionner que la rue était bloquée par une manifestation surprise des éboueurs. Le taxi n'était jamais venu. Sébastien avait dû descendre dans le métro pour la première fois depuis des années, se frayer un chemin dans la foule du matin, se perdre dans les correspondances, ressortir à la gare avec exactement 3 minutes de retard. 3 minutes qui avaient suffi pour transformer sa journée en désastre. La femme au manteau bordeaux lui tendit une liasse de documents avec un sourire qui creusait une fossette dans sa joue gauche. « Vous devriez peut-être investir dans une meilleure valise. Celle-ci a l'air de vous en vouloir personnellement. » Sébastien regarda la fermeture éclair cassée, le cuir fendu, et se rendit compte qu'il possédait cette valise depuis ses débuts dans l'entreprise, 20 ans plus tôt. Elle avait survécu à des centaines de voyages, traversé 3 continents, résisté à des manutentionnaires peu délicats dans des aéroports du monde entier. Et elle avait choisi ce matin précis pour capituler. « Je m'appelle Inès », dit la femme en continuant à ramasser ses affaires. « Et vous avez l'air de quelqu'un qui vient de voir sa vie s'effondrer à cause d'un train raté. » Sébastien ouvrit la bouche pour protester, pour expliquer qu'il s'agissait d'une réunion cruciale, que des millions d'euros dépendaient de sa non-présentation, que sa carrière était peut-être compromise. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, parce que cet inconnu, cette femme qu'il ne connaissait pas depuis 2 minutes, venait de résumer en une phrase ce qu'il refusait d'admettre. « Sébastien », répondit-il finalement, en acceptant la pile de documents qu'elle lui tendait. « Et vous avez raison, ma vie vient effectivement de s'effondrer. » Inès se redressa, épousseta son manteau, et le regarda avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Dans ce cas, vous avez 2 options. Soit vous appelez votre bureau en panique, vous vous excusez platement,
Vous prenez le prochain train et vous passez les 3 prochaines heures à ruminer votre échec. Soit vous acceptez que cet incident est peut-être le meilleur cadeau que la vie vous ait fait depuis longtemps et vous m'offrez un café pendant qu'on attend le prochain départ. Sébastien fixa cette étrangère avec incrédulité. Dans son univers, personne ne parlait ainsi. Personne ne transformait une catastrophe professionnelle en opportunité de prendre un café. Personne ne suggérait que rater le train le plus important de sa carrière pouvait être un cadeau. Et surtout, personne n'avait ce sourire désarmant qui donnait l'impression que le monde entier pouvait s'écrouler sans que cela ait vraiment d'importance. « Je ne vous connais même pas », dit-il d'une voix qui manquait de conviction. Inès haussa les épaules avec une désinvolture qui contrastait brutalement avec la rigidité de Sébastien. « C'est justement l'intérêt. Je ne sais rien de vous, de votre travail, de vos obligations. Je suis juste une voyageuse qui a raté son train pour Bruxelles il y a 1 heure et qui a décidé que c'était l'univers qui lui disait de ralentir. Alors j'ai trouvé un petit café au bout du quai numéro 12 qui sert le meilleur chocolat chaud de Paris. Et maintenant, je vous propose de découvrir si l'univers essaie de vous dire la même chose. » Sébastien regarda sa montre suisse. 9 heures. 4. Le prochain Thalys partait à 10h30. Il pourrait encore arriver à Amsterdam pour 14 heures, sauver une partie de la réunion, limiter les dégâts. Ou il pouvait suivre cet inconnu qui sentait la cannelle et la liberté et découvrir ce qui se passerait s'il laissait le chaos diriger sa vie pendant 1 heure. Pour la première fois depuis des décennies, Sébastien Mercier fit quelque chose d'imprévisible. « D'accord, montrez-moi ce café. » Le café en question n'était qu'une minuscule échoppe coincée entre un kiosque à journaux et une boutique de souvenirs, presque invisible pour les milliers de voyageurs qui passaient devant chaque jour. 3 tables branlantes, un comptoir usé, un patron bedonnant qui les accueillit avec un grognement qui pouvait passer pour un bonjour. Inès commanda 2 chocolats chauds sans même consulter Sébastien, s'installa sur une chaise bancale près de la fenêtre qui donnait sur les quais et attendit qu'il la rejoigne. Sébastien posa délicatement sa valise brisée contre le mur, déboutonna son manteau Burberry et s'assit avec la raideur d'un homme qui n'avait pas pris de pause café non planifiée depuis l'université. « Alors, Sébastien, racontez-moi, qu'est-ce qui vous attendait à Amsterdam qui valait la peine de courir comme un fou dans une gare un mardi matin ?» Sébastien commença par les explications professionnelles, la réunion avec les actionnaires néerlandais, les projections financières, l'expansion européenne. Mais quelque chose dans le regard d'Inès le fit dévier. Elle ne posait pas de questions de suivi. Elle ne demandait pas de détails sur les chiffres ou les stratégies. Elle le regardait simplement, attendant qu'il arrive à la vraie réponse. « Je suppose, » dit-il lentement, surpris par ses propres mots, « que ce qui m'attendait à Amsterdam, c'était la confirmation que je suis exactement ce que je suis censé être. Efficace, fiable, indispensable. » Inès sourit, et le patron apporta 2 tasses fumantes, remplies d'un chocolat si épais qu'il ressemblait à de la lave. « Et qu'est-ce que vous êtes censé être ?» demanda-t-elle. Sébastien enroula ses mains autour de la tasse brûlante et réalisa qu'il ne pouvait pas répondre à cette question sans remonter très loin. Il parla de son père, ingénieur chez Renault, qui rentrait chaque soir à 18 heures précises avec son cartable et ses certitudes. De sa mère, professeure de mathématiques, qui corrigeait des copies à la table de la cuisine en répétant que la rigueur était la clé de tout. De son frère aîné, devenu chirurgien cardiaque, qui sauvait des vies avec la précision d'un métronome. Dans la famille Mercier, on ne laissait rien au hasard. On planifiait, on calculait, on réussissait. L'improvisation était une faiblesse. L'échec était inadmissible. Le chaos était l'ennemi. « J'ai 42 ans, » dit Sébastien en fixant son chocolat. « J'habite un appartement que je ne vois que pour dormir. Je mange des plats préparés par une gouvernante. Qui connaît mes goûts mieux que moi. Je voyage 2 fois par semaine dans des villes où je ne vois que des salles de conférences et des halls d'hôtel. Et la dernière fois que j'ai fait quelque chose de spontané, j'avais probablement 20 ans. » Inès but une gorgée de chocolat, laissant une moustache brune sur sa lèvre supérieure qu'elle essuya du revers de la main. « Et vous êtes heureux ?»
La question tomba comme une pierre dans un puits. Sébastien ouvrit la bouche, prêt à donner la réponse. Automatique. Bien sûr qu'il était heureux, il avait réussi, il gagnait bien sa vie, il était respecté. Mais le mensonge refusa de sortir. « Je ne sais pas », admit-il finalement. « Je ne me suis jamais vraiment posé la question. » Inès posa sa tasse et se pencha en avant, les coudes sur la table tachée. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai raté mon train ce matin ? Pas par accident, volontairement. J'étais sur le quai, mon billet en main, la porte du wagon ouverte devant moi. Et quelque chose m'a dit que si je montais dans ce train, j'allais continuer à faire exactement ce que je fais depuis 3 ans. Retourner à Bruxelles, retrouver mon poste d'assistante administrative dans une entreprise qui me traite comme un meuble, rentrer dans mon studio qui sent le moisi, réchauffer un plat surgelé, regarder des séries jusqu'à m'endormir, recommencer le lendemain. Elle marqua une pause, ses yeux brillants dans la lumière grise qui filtrait par la fenêtre. Alors je suis descendu du quai, je me suis assise sur un banc. Et j'ai décidé que j'allais passer cette journée à Paris, une ville où je n'ai jamais vraiment pris le temps de vivre, malgré mes dizaines de passages ici. Pas de plan, pas d'itinéraire, pas d'objectif, juste voir où la journée me mènerait. Et puis vous êtes arrivé avec votre valise explosée et votre air de cadre supérieur en pleine crise existentielle. Sébastien ne put s'empêcher de sourire. C'est une description assez précise. Inès se redressa et fouilla dans son sac en toile usé, d'où elle sortit un carnet à la couverture cornée, rempli de gribouillis, de croquis et de notes dans une écriture chaotique. Voilà mon plan pour aujourd'hui. Aller au jardin des plantes, voir les serres tropicales. Manger une crêpe au sucre sur l'île Saint-Louis, monter à Montmartre et dessiner la vue depuis le Sacré-Cœur, trouver cette petite librairie d'occasion rue Monsieur-le-Prince dont on m'a parlé, m'asseoir dans un parc et lire jusqu'à ce que mes doigts soient trop gelés pour tourner les pages. Elle referma le carnet et le regarda droit dans les yeux. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez, ou vous pouvez prendre votre prochain train et retourner à votre vie parfaitement organisée. À vous de choisir. Sébastien sentit son téléphone vibrer dans sa poche, son assistante probablement, ou son patron, ou les Néerlandais qui attendaient à sa présentation. Il aurait dû sortir l'appareil, s'excuser, composer le numéro, expliquer, justifier, arranger. C'était ce que faisait Sébastien Mercier. Il arrangeait les choses, il réparait les problèmes, il ne laissait jamais une situation lui échapper. Mais quelque chose dans le sourire d'Inès, dans la chaleur du chocolat entre ses mains, dans l'absurdité totale de cette matinée, le fit hésiter. Il pensa à son appartement vide, à sa gouvernante qui connaissait mieux ses goûts que lui, aux 20 dernières années passées à devenir exactement ce qu'il était censé être. Il pensa au moment où sa valise avait explosé sur le marbre froid, projetant sa vie ordonnée dans toutes les directions. Et il se demanda si ce n'était pas précisément ce qui devait arriver. « Le jardin des plantes », dit-il d'une voix qu'il reconnut à peine. « Je n'y suis pas allé depuis mes études. » Inès bondit sur ses pieds avec une énergie qui fit trembler la table. « Alors, c'est décidé. Mais d'abord, vous devez faire quelque chose pour moi. » Elle tendit la main vers sa cravate et, avant qu'il puisse protester, la dénoua et la fourra dans la poche de son manteau. « Voilà, maintenant vous ressemblez moins à un directeur financier en fuite et plus à un homme qui s'apprête à vivre une vraie journée. » Sébastien toucha son col ouvert avec incrédulité. Il ne sortait jamais sans cravate. Jamais. Mais quand il croisa son reflet dans la vitre, il vit un homme qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. Un homme qui avait l'air presque vivant. Ils quittèrent le café et plongèrent dans le flux des voyageurs. Mais cette fois, Sébastien ne courait plus. Inès marchait à ses côtés, pointant du doigt des détails qu'il n'avait jamais remarqués malgré ses centaines de passages dans cette gare. Les pigeons qui nichaient dans les poutres métalliques de la verrière. Le musicien sénégalais qui jouait de la kora près de la sortie sud. Ses doigts dansant sur les cordes comme des papillons. La femme qui vendait des roses à l'unité. Chaque fleur enveloppée dans du papier journal. Le monde que Sébastien traversait habituellement à toute vitesse, les yeux rivés sur sa montre, révélait soudain une densité, une texture qu'il avait oubliée.
Dans le métro bondé qui les emportait vers le 5e arrondissement, Inès raconta son histoire. Elle venait d'un petit village près de Perpignan, fille d'un couple de viticulteurs catalans qui avaient tout perdu quand les coopératives avaient baissé leur prix d'achat. Elle était montée à Paris à 18 ans avec 500 € et un rêve de devenir illustratrice. Elle avait enchaîné les petits boulots, les colocations sordides, les cours du soir. Pendant un temps, elle avait cru percer quand une maison d'édition avait accepté d'illustrer un livre pour enfants. Mais le projet était tombé à l'eau, l'éditeur avait fait faillite, et elle s'était retrouvée avec un portfolio plein de dessins que personne ne voulait publier. Alors j'ai fini par accepter ce poste à Bruxelles, dit-elle en regardant défiler les stations. Un salaire stable, un bureau, une routine, tout ce que je m'étais juré de ne jamais faire. Et pendant 3 ans, je me suis convaincu que c'était ça, être adulte, ranger ses rêves dans un tiroir et faire ce qu'il faut pour payer le loyer. Sébastien reconnut quelque chose dans son récit, une version féminine et artistique de son propre renoncement. Lui aussi avait eu d'autres ambitions autrefois. Il avait voulu enseigner l'économie, écrire des articles académiques, contribuer au débat public sur les politiques financières. Mais les offres du privé étaient tellement plus lucratives. Et puis il y avait les attentes familiales, le prestige, la sécurité. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, il avait glissé dans une vie qui ressemblait à une réussite vue de l'extérieur, mais qui sonnait creux de l'intérieur. Ils émergèrent du métro à la station Jussieu et remontèrent la rue jusqu'au jardin des plantes. Le ciel parisien restait d'un gris uniforme qui promettait la neige sans la livrer, et le vent de février mordait les joues. Mais quand ils pénétrèrent dans les serres tropicales, un mur de chaleur humide et parfumée les enveloppa comme une étreinte. Autour d'eux, des fougères géantes déployaient leurs frondes, des orchidées exhibaient des couleurs impossibles, des lianes s'enroulaient vers la verrière dans une explosion de verdure chaotique et magnifique. Inès ferma les yeux et respira profondément. Vous sentez ça? La terre mouillée, les fleurs, la vie qui pousse sans permission, sans plan, sans contrôle. Sébastien inspira et sentit effectivement quelque chose de primordial, de sauvage, qui n'avait rien à voir avec les plantes en pot alignées dans le hall de son immeuble. C'est comme si tout ici se fichait complètement des règles, dit-il. Inès ouvrit les yeux et lui sourit. Exactement. Bienvenue dans le chaos fertile. Ils passèrent 1 heure à errer entre les différentes serres, des tropiques humides aux déserts arides. Inès s'arrêtait devant chaque plante curieuse, lisait les étiquettes botaniques à voix haute, inventait des histoires sur les explorateurs qui avaient rapporté ces spécimens des confins du monde. Sébastien se surprit à rire de ces récits fantaisistes, à ajouter ses propres détails absurdes, à jouer à un jeu qu'il n'avait pas pratiqué depuis l'enfance. À un moment, son téléphone sonna. Le nom de son patron s'afficha sur l'écran. Sébastien regarda l'appareil vibrer dans sa main, puis leva les yeux vers Inès, qui observait un cactus en forme de cerveau avec fascination. Il éteignit le téléphone, complètement, pour la première fois depuis qu'il possédait un smartphone. Le geste lui procura une sensation de vertige, comme s'il venait de couper une corde qui le retenait à un navire en train de couler. « Vous venez de faire quelque chose d'irréversible », dit Inès sans le regarder, mais avec un sourire dans la voix. « Je sais », répondit Sébastien, « et c'est terrifiant. » Ils quittèrent les serres et marchèrent jusqu'à l'île Saint-Louis, traversant la Seine sur le pont de Sully. Pendant qu'Inès racontait l'histoire de tous les ponts de Paris qu'elle avait apprise dans un vieux livre trouvé chez un bouquiniste. Sébastien écoutait, mais il pensait surtout à la légèreté étrange qu'il ressentait depuis qu'il avait éteint son téléphone, comme si un poids invisible qu'il portait depuis des années venait de disparaître. La crêperie était une minuscule boutique tenue par un breton taciturne qui préparait ses crêpes avec des gestes rituels. Inès commanda 2 crêpes au sucre et ils mangèrent debout sur le trottoir, regardant les touristes photographier les façades anciennes et les boutiques de glace fermées pour l'hiver. Le sucre craquait sous la dent. La pâte était chaude et légèrement beurrée. Et Sébastien réalisa qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait mangé quelque chose avec ses mains.
debout dans la rue, sans se soucier des miettes sur son manteau. « Vous avez du sucre sur la joue ?» dit Inès, en tendant la main pour l'essuyer avec son pouce. Le geste était si naturel, si intime, que Sébastien resta figé. Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, quelque chose d'électrique et d'effrayant et de complètement inattendu. Inès retira sa main rapidement, comme si elle venait de se brûler. « Pardon, je... » Elle ne finit pas sa phrase. Sébastien toucha l'endroit où son pouce avait effleuré sa peau. « Non, c'est, merci. » Ils terminèrent leur crêpe en silence. Mais c'était un silence différent maintenant, chargé d'une conscience nouvelle, d'une possibilité qui n'existait pas une heure plus tôt. Puis Inès déclara qu'ils devaient absolument monter à Montmartre, et ils prirent le métro vers le nord de Paris, serrés dans un wagon bondé où Sébastien sentait la chaleur du corps d'Inès contre son bras. Il ne bougea pas pour créer plus d'espace entre eux. Montmartre sous le ciel gris de février avait quelque chose de mélancolique et de magnifique. Les touristes étaient moins nombreux qu'en été. Les artistes de la place du Tertre avaient l'air gelés derrière leurs chevalets, et les rues pavées montaient vers le Sacré-Cœur, dans un dédale de cafés aux terrasses vides et de boutiques de souvenirs fermées. Inès sortit son carnet et s'assit sur les marches devant la basilique, insensible au froid du marbre. Elle commença à dessiner la ville qui s'étendait en contrebas, ses mains bougeant avec assurance pendant que Sébastien regardait par-dessus son épaule. Le dessin prenait forme rapidement. Les toits de Paris, la tour Eiffel au loin, les cheminées et les antennes. Mais ce n'était pas un dessin réaliste. Inès ajoutait des détails fantastiques, des oiseaux géants perchés sur les immeubles, des jardins suspendus qui n'existaient pas, des ponts qui reliaient des bâtiments séparés. Paris réinventé selon sa vision personnelle. « C'est comme ça que vous voyez la ville ?» demanda Sébastien. « C'est comme ça que je vois tout », répondit Inès, sans lever les yeux de son carnet. « Le monde réel est intéressant, mais le monde possible est tellement plus vaste. » Sébastien s'assit à côté d'elle et regarda le même paysage. Toute sa vie, il avait vu le monde tel qu'il était. Des chiffres, des faits, des réalités concrètes. L'idée qu'on pouvait voir la même chose et imaginer quelque chose de complètement différent lui semblait presque révolutionnaire. « Apprenez-moi » dit-il impulsivement. Inès leva les yeux, surprise. « Vous apprendre quoi ? À voir les possibles, à imaginer, à créer quelque chose qui n'existe. » Pas encore. Inès lui tendit son carnet et un crayon. « D'accord, dessinez-moi ce que vous voyez. » Sébastien prit le crayon avec l'appréhension d'un homme qui n'avait pas dessiné depuis le lycée. Il traça quelques lignes hésitantes, essayant de reproduire la ligne d'horizon, les contours des immeubles. Le résultat était maladroit, rigide, sans vie. Exactement ce qu'il attendait. « Maintenant, » dit Inès, en posant sa main sur la sienne, « fermez les yeux. » Sébastien obéit et sentit la chaleur de sa paume à travers ses doigts. Imaginez que Paris n'est pas une ville de pierre et de verre. Imaginez que c'est une forêt, que chaque immeuble est un arbre géant, que chaque rue est une rivière, que les voitures sont des poissons qui nagent dans le courant. Sa voix était douce, presque hypnotique. Maintenant, ouvrez les yeux et dessinez cette ville. Sébastien rouvrit les yeux et, guidé par quelque chose qu'il ne comprenait pas, laissa son crayon transformer les immeubles en troncs noueux, les fenêtres en feuillage, les rues en cours d'eau sinueux. Le dessin était terrible d'un point de vue technique, mais quelque chose d'autre émergeait. Une vision, une imagination, une liberté qu'il n'avait jamais ressentie même dans ses rêves les plus audacieux. Quand il s'arrêta, sa main tremblait légèrement. Inès regarda le dessin et son visage s'illumina. « Vous voyez, vous avez ça en vous. Vous l'avez toujours eu. Vous l'aviez juste enterré sous des années de réunions et de tableurs et de... une cravate. » Sébastien fixa son dessin maladroit de Paris, transformé en forêt, et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ils passèrent l'après-midi à errer dans les rues étroites de Montmartre, partageant des histoires que Sébastien n'avait jamais racontées à personne. Son premier chagrin d'amour à 23 ans, une étudiante en littérature qui lui avait dit qu'il était trop prévisible, trop rigide, trop ennuyeux. Cette remarque l'avait blessé si profondément qu'il avait décidé de devenir encore plus rigide,
encore plus prévisible, comme pour prouver que c'était une qualité et non un défaut. Sa fascination secrète pour l'astronomie, les nuits passées adolescent à observer les étoiles, avec le télescope que son grand-père lui avait offert, avant que ses parents lui expliquent qu'astronome n'était pas un métier stable. Sa collection cachée de vinyles de jazz qu'il n'écoutait jamais, parce qu'il lui rappelait une version de lui-même qu'il avait abandonnée. Inès écoutait, sans juger, hochant la tête, posant des questions qui creusaient plus profond que les réponses superficielles qu'il avait l'habitude de donner. En retour, elle lui raconta ses propres compromissions. Comment elle avait arrêté de dessiner pendant presque un an après l'échec de son livre. Comment elle s'était convaincue que le talent n'était pas suffisant, que le monde réel exigeait des sacrifices. Comment elle avait accepté ce travail à Bruxelles en se disant que c'était temporaire, juste le temps de se stabiliser, et comment 3 ans étaient passés dans un brouillard de routine et de résignation. La vérité, dit-elle alors qu'ils entraient dans la librairie d'occasion de la rue Monsieur-le-Prince, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. On se dit qu'on fait ce qu'il faut, qu'on est responsable, qu'on grandira, mais en réalité, on meurt juste un peu chaque jour. La librairie était un labyrinthe vertical de livres entassés du sol au plafond, des piles bancales qui menaçaient de s'effondrer au moindre courant d'air. Le propriétaire, un vieil homme aux lunettes épaisses, les accueillit avec un grognement et retourna à sa lecture. Inès et Sébastien se séparèrent dans les allées étroites, chacun explorant les sections différentes. Sébastien se retrouva devant les livres d'astronomie et sortit un vieux manuel des années 70, les pages jaunies couvertes de diagrammes du système solaire. Il l'ouvrit et reconnut immédiatement certaines des illustrations qu'il avait étudiées enfant. Une vague de nostalgie le submergea. Inès apparut à ses côtés avec un livre d'illustrations botaniques. « Vous avez trouvé quelque chose ?» Sébastien lui montra le manuel d'astronomie. « Mon grand-père avait le même. Je passais des heures à le lire, à mémoriser les noms des étoiles, à rêver d'explorer l'espace. » Inès sourit. « Achetez-le. » Sébastien hésita. « Pourquoi faire ? Je n'ai pas le temps d'eux. » Inès lui prit le livre des mains et se dirigea vers la caisse. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de se souvenir qui vous étiez avant de devenir qui vous êtes censé être. Elle paya les 2 livres avec les derniers euros qui lui restaient dans son portefeuille et tendit le manuel d'astronomie à Sébastien comme un trésor précieux. « Voilà, maintenant vous êtes officiellement obligé de regarder les étoiles au moins une fois ce mois-ci. » Ils sortirent de la librairie avec leurs livres sous le bras et réalisèrent que le jour déclinait. Les réverbères de Sundance. Paris commençait à s'allumer un par un, transformant la ville en une constellation terrestre. Sébastien regarda sa montre. 18h15. Dans son autre vie, celle d'hier, il serait en train de rentrer d'Amsterdam, satisfait d'une réunion réussie, planifiant déjà sa journée du lendemain. Au lieu de cela, il était debout dans une rue du quartier latin avec une femme qu'il connaissait depuis moins de 12 heures et qui avait réussi à démonter toutes ses certitudes. « J'ai faim », déclara Inès. « Et je connais un petit restaurant algérien pas loin qui sert le meilleur couscous de Paris, mais je dois vous avertir. C'est minuscule, bruyant, chaotique, et le propriétaire va probablement nous raconter toute l'histoire de sa vie. » Sébastien sourit. « Ça ressemble exactement au genre d'endroit que j'évite habituellement. » Inès passa son bras sous le sien avec une familiarité qui le surprit et le ravit à la fois. « Alors c'est parfait. » Le restaurant était effectivement tout ce qu'Inès avait promis. 10 tables serrées les unes contre les autres, des nappes en plastique à carreaux rouges et blancs, des photos de Constantine accrochées au mur, et une odeur de cumin et de coriandre qui vous saisissait dès l'entrée. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années avec une moustache impressionnante, les installa à une table près de la cuisine et commença effectivement à leur raconter comment il avait quitté l'Algérie en 1962, comment il avait ouvert ce restaurant avec sa femme 30 ans plus tôt, comment ses enfants refusaient de reprendre l'affaire parce qu'ils préféraient faire de l'informatique. Le couscous arriva dans un plat fumant, les légumes fondants, empilés sur une montagne de semoule parfaitement grainée,
Le bouillon épicé servit à part. Inès mangea avec ses mains, arrachant des morceaux de pain pour attraper les pois chiches, léchant ses doigts sans gêne. Sébastien, qui mangeait habituellement avec une fourchette et un couteau même, les sandwichs l'imita avec hésitation. Le goût explosa dans sa bouche, le merguez piquant, les légumes sucrés, la harissa qui brûlait agréablement. C'était tellement éloigné des repas insipides qu'il avalait dans les restaurants d'affaires des assiettes décoratives qui privilégiaient l'apparence sur la substance. « C'est délicieux », dit-il avec une sincérité qui le surprit lui-même. Inès leva son verre d'eau gazeuse. « À la vie non planifiée », Sébastien leva le sien. « À la vie non planifiée ». Leurs verres se touchèrent, et Sébastien réalisa que cette journée absurde, cette journée catastrophique qui avait commencé par un train raté et une valise explosée, était peut-être la meilleure journée qu'il ait vécue depuis des décennies, peut-être depuis toujours. Pendant le dîner, la conversation dériva vers des territoires plus personnels. Inès lui demanda s'il avait déjà été marié, s'il voulait des enfants, s'il avait des regrets. Sébastien répondit avec une honnêteté qui l'étonna. Non, il n'avait jamais été marié. Il y avait eu des relations, bien sûr, mais elles s'étaient toutes éteintes, faute de temps, d'attention, d'engagement émotionnel. Les femmes finissaient par se lasser d'un homme qui consultait ses courriels pendant les dîners romantiques et annulait les week-ends pour des urgences professionnelles. Quant aux enfants, il n'y avait jamais vraiment pensé. Ce n'était pas dans le plan. Et le plan était tout ce qui comptait. Inès posa sa fourchette et le regarda avec intensité. « Sébastien, est-ce que vous réalisez que vous parlez de votre vie comme si c'était un projet professionnel, avec des objectifs, des jalons, des livrables ?» Sébastien ouvrit la bouche pour protester, mais les mots se coincèrent, parce qu'elle avait raison, absolument raison. « C'est comme ça que j'ai été élevé, » dit-il doucement. « À voir la vie comme une série de problèmes à résoudre, d'objectifs à atteindre. Le bonheur était censé arriver automatiquement si je faisais tout correctement. » Inès tendit la main à travers la table et posa ses doigts sur les siens. « Et le bonheur est arrivé ?» Sébastien regarda leurs mains entrelacées sur la nappe à carreaux et sentit quelque chose se briser définitivement en lui. Non, le bonheur n'est jamais arrivé. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était un silence de vérité, de reconnaissance, d'acceptation. Puis Inès sourit, ce sourire désarmant qui avait tout déclenché ce matin à la gare. Alors, peut-être qu'il est temps d'essayer une autre approche. Le propriétaire apporta 2 thés à la menthe sucrée, servis dans des verres ornés, refusant qu'il pète en expliquant que les jeunes amoureux étaient toujours les bienvenus. Sébastien ne corrigea pas la méprise. Inès non plus. Ils burent leur thé lentement, regardant par la fenêtre les Parisiens qui rentraient chez eux après le travail, emmitouflés dans leurs manteaux, pressés de retrouver leur routine. Il y a 12 heures, Sébastien était l'un. D'eux, maintenant, il avait l'impression d'observer une autre espèce. Quand ils sortirent du restaurant, la nuit était complètement tombée, et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Inès leva son visage vers le ciel et ferma les yeux, laissant l'eau froide couler sur sa peau. « On devrait probablement trouver un abri, » dit Sébastien en relevant le col de son manteau. Inès ouvrit les yeux et le regarda avec défi. « Où on pourrait marcher sous la pluie? Quand est-ce que vous avez marché sous la pluie pour la dernière fois sans courir vers un taxi ?» Sébastien ne put s'empêcher de rire. « Vous essayez de me faire attraper une pneumonie. J'essaie de vous faire sentir quelque chose, n'importe quoi. La pluie, le froid, l'inconfort, des sensations réelles au lieu de la température contrôlée de vos bureaux climatisés. » Elle commença à marcher, et Sébastien la suivit, abandonnant toute prétention de rester au sec. La pluie s'intensifia, transformant leurs cheveux en mèches, trempés, alourdissant leurs manteaux, remplissant leurs chaussures d'eau glacée. C'était profondément inconfortable, c'était complètement absurde, c'était merveilleusement vivant. Ils marchèrent pendant 1 heure, traversant des ponts, longeant la Seine, passant devant Notre-Dame en reconstruction, remontant vers le Marais. Inès racontait des histoires de ses voyages à travers l'Europe, des trains de nuit pris sur un coup de tête, des auberges de jeunesse où elle avait rencontré des gens extraordinaires, des festivals de rue où elle avait dansé jusqu'à l'aube.
Une vie tellement différente de celle de Sébastien, faite de vols en classe affaires, d'hôtels 4 étoiles identiques, de repas d'affaires formels. Une vie qui sonnait tellement plus authentique. Finalement, trempés jusqu'aux os et grelottants, ils se réfugièrent sous le porche d'un immeuble ancien. Inès rit en essayant d'essorer ses cheveux, l'eau coulant entre ses doigts. Sébastien la regardait, conscient que son costume sur mesure était probablement ruiné, que ses chaussures italiennes ne s'en remettraient jamais, et réalisant qu'il s'en fichait complètement. « Vous êtes complètement folle, dit-il, mais il souriait. « Et vous êtes complètement vivant, pour la première fois depuis des années, » répondit Inès. « Alors qui est vraiment fou ?» Elle avait raison. Encore une fois, Sébastien sentait chaque cellule de son corps, chaque goutte d'eau sur sa peau, chaque battement de son cœur. Il était présent d'une manière qu'il n'avait jamais été dans toutes ces réunions importantes, tous ces voyages d'affaires, toutes ces journées parfaitement planifiées. La pluie ralentit et Inès sortit de leur abri. « Il faut que je vous montre encore une chose avant la fin de cette journée. » Elle le guida à travers des rues étroites, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un petit cinéma d'art et d'essai qui projetait un vieux film noir et blanc de Truffaut. « Je n'ai plus d'argent, » admit Inès. « J'ai tout dépensé pour les livres et le dîner. » Sébastien sortit son portefeuille et acheta 2 billets sans hésiter. C'était la première fois qu'il allait au cinéma depuis des années. La salle était presque vide. Ils s'installèrent au milieu, leurs vêtements trempés laissant des taches sombres sur les sièges en velours usé. Le film commença et Sébastien se laissa emporter par les images en noir et blanc, par l'histoire d'amour impossible, par la bande son mélancolique. Parcours du film, Inès posa sa tête sur son épaule. Le geste était si naturel, si évident, que Sébastien ne bougea pas de peur de briser le moment. Il sentait la chaleur de son corps contre le sien, l'odeur de cannelle et de pluie dans ses cheveux, le rythme de sa respiration. Quelque chose de fondamental se déplaça en lui. Ce n'était pas juste de l'attraction, même si elle était indéniablement belle dans la lumière tremblante du projecteur. Ce n'était pas juste de la gratitude, même s'il lui devait cette journée extraordinaire. C'était la reconnaissance. La reconnaissance de trouver quelqu'un qui voyait le monde d'une manière qui donnait envie de le voir différemment aussi. Quelqu'un qui avait démonté sa vie en 12 heures et l'avait laissé avec quelque chose de plus vrai à reconstruire. Quelqu'un qui l'avait vu réellement, pas juste le costume et le titre et l'efficacité professionnelle, mais l'homme enterré sous des décennies de conformité. Quand le film se termina et les lumières se rallumèrent, Inès leva la tête et leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Puis, Sébastien fit quelque chose que le Sébastien d'hier n'aurait jamais fait. Il l'embrassa. C'était un baiser doux, hésitant, chargé de toute l'impossibilité de leur situation. Un baiser entre 2 personnes qui vivaient dans des villes différentes, qui avaient des vies incompatibles, qui ne se seraient jamais rencontrées si une valise ne s'était pas brisée et un train n'avait pas été raté. Un baiser qui n'avait aucun sens pratique, un baiser parfait. Ils sortirent du cinéma dans la nuit parisienne, main dans la main, sans parler. Il y avait trop à dire et pas besoin de mots. Ils marchèrent jusqu'à la Seine et s'appuyèrent contre le parapet, regardant les péniches illuminées glisser sur l'eau noire. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Sébastien. La question contenait tellement plus que sa formulation simple. « Qu'est-ce qu'on fait de cette journée ? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui vient de naître entre nous ? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies qui nous attendent, séparées par des centaines de kilomètres et des réalités incompatibles ?» Inès serra sa main plus fort. « Je ne sais pas. Pour la première fois depuis longtemps, je ne sais vraiment pas. » Sébastien réalisa qu'il aimait cette réponse, que l'incertitude n'était pas un problème à résoudre, mais une porte ouverte sur des possibilités infinies. « Mon train pour Amsterdam, » dit-il lentement. Il partait. Ce matin à 8h47. Si je ne l'avais pas raté, je serais en train de rentrer chez moi maintenant après une journée productive. J'aurais fait ma présentation, impressionné mes collègues, sécurisé ma position dans l'entreprise. Et je n'aurais jamais su que tu existais. Inès se tourna vers lui. Mon train pour Bruxelles, je l'ai laissé partir volontairement. Si j'étais monté dedans,
Je serais en train de regarder la télévision dans mon studio minable, me préparant pour une autre journée à un travail que je déteste. Et je n'aurais jamais su que tu existais. » Ils restèrent silencieux un moment, digérant le vertige de cette révélation, toutes les décisions qu'ils avaient prises, tous les chemins qu'ils avaient suivis, toutes les années de conformité et de compromis avaient convergé vers ce moment précis. Cette rencontre improbable sur un quai de gare. « Je ne peux pas retourner à ma vie d'hier, » dit Sébastien. « Pas maintenant que je sais qu'il existe autre chose. » Inès sourit. « Moi non plus, mais changer sa vie est terrifiant. » Sébastien pensa à son appartement vide, à son travail prestigieux qui ne le satisfaisait plus, à toutes les années passées à construire une existence qui impressionnait les autres, mais le laissait vide. Puis il pensa aux dessins maladroits qu'il avait faits sur Montmartre, aux étoiles qu'il avait cessé de regarder, aux possibilités qu'il avait abandonnées pour suivre le plan. « J'ai passé 20 ans à avoir peur de l'échec, » dit-il. « Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai plus peur de continuer à réussir dans une vie qui n'est pas la mienne. » Inès se tourna complètement vers lui, prenant son autre main. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Sébastien la regarda, cette femme qu'il connaissait depuis moins d'une journée, mais qui avait réussi à voir plus clair en lui que quiconque en 4 décennies. « Je vais démissionner. Je vais quitter cet appartement qui ne ressemble à rien. Je vais racheter un télescope et regarder les étoiles. Je vais arrêter de planifier chaque minute de ma vie et voir ce qui se passe quand je laisse le chaos entrer. » Il marqua une pause. « Et je vais te demander si tu veux essayer de découvrir ensemble ce que ça signifie de construire une vie qui nous ressemble vraiment. » Inès ne répondit pas immédiatement. Ses yeux brillaient dans la lumière des lampadaires, et Sébastien vit qu'ils étaient remplis de larmes. « Tu es sérieux? Tu es prêt à tout changer sur la base d'une journée ?» Sébastien réfléchit à la question. C'était complètement irrationnel, imprudent, irresponsable, tout ce qu'il avait passé sa vie à éviter. « Oui, » dit-il simplement, « parce que cette journée m'a montré plus de vérité que 20 ans de vie soigneusement planifiée, et parce que je préfère prendre le risque de me tromper en suivant mon cœur que d'avoir la certitude de m'étouffer en suivant un plan qui n'a jamais été le mien. » Inès laissa échapper un rire qui ressemblait à un sanglot. « D'accord. Essayons. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, je ne sais pas où on va vivre, comment on va gagner notre vie, si ça va marcher, mais essayons. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus longtemps cette fois, pendant que Paris continuait à vivre autour d'eux, indifférent à leur petite révolution personnelle. Quand ils se séparèrent, Inès essuya ses yeux et sourit. « Alors, on commence par quoi ?» Sébastien sortit son téléphone éteint. « Je pense que je commence par rallumer ça et écrire une lettre de démission. » Inès sortit le sien. « Et moi, je vais appeler mon propriétaire à Bruxelles et lui dire que je ne reviendrai pas. » Ils rallumèrent leur téléphone ensemble comme un rituel. Les appareils s'animèrent, explosant avec des dizaines de messages, d'appels manqués, de notifications urgentes, toute leur ancienne vie qui réclamait leur attention. Sébastien regarda l'écran et ressentit une étrange sérénité. Oui, il y aurait des conséquences. Oui, ce serait compliqué. Mais pour la première fois, les complications ressemblaient à des défis excitants plutôt qu'à des obstacles insurmontables. Ils passèrent l'heure suivante assis sur un banc près de la Seine, écrivant leurs lettres respectives. Sébastien tapa sa démission sur son téléphone, choisissant soigneusement ses mots. Il ne donna pas d'explication détaillée, ne s'excusa pas excessivement, ne laissa pas de porte ouverte pour un retour éventuel. Il déclara simplement qu'il démissionnait avec effet immédiat pour des raisons impersonnelles, qu'il honorerait son préavis de 3 mois et qu'il était reconnaissant des opportunités qu'on lui avait données. Puis il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Inès écrivit sa propre démission, plus courte et plus directe. Puis elle téléphona à son propriétaire, expliquant qu'elle ne reviendrait pas et qu'il pouvait garder la caution pour compenser le préavis non respecté. Quand ils eurent tous les deux terminé, ils se regardèrent avec un mélange d'euphorie et de terreur. « On vient vraiment de faire ça, » dit Inès. « On vient vraiment de faire ça, » confirma Sébastien. Ils éclatèrent de rire, un rire libérateur qui attira les regards curieux des rares passants. Puis Sébastien réalisa quelque chose de pratique. «
Je n'ai nulle part où t'inviter à dormir. Mon appartement est à l'image de ma vie, vide et impersonnel. Inès haussa les épaules. J'ai une amie qui vit dans le 11e. Elle me laisse toujours dormir sur son canapé quand je passe par Paris. On peut y aller si tu veux. Elle va adorer cette histoire. Ils prirent le métro vers l'est de Paris, serrés l'un contre l'autre dans le wagon bondé. Sébastien se rendit compte qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Où ils allaient vivre, comment ils allaient survivre financièrement pendant qu'ils se réinventaient, si cette connexion intense survivrait à la lumière crue de la réalité quotidienne. Mais pour une fois, l'incertitude ne le terrifiait pas, elle l'enthousiasmait. L'amie d'Inès, Léa, les accueillit avec un cri de joie et des questions interminables. Elle écouta leur histoire en secouant la tête d'incrédulité, servit du vin rouge dans des tasses dépareillées parce qu'elle n'avait pas de verre propre, et déclara que c'était la chose la plus romantique qu'elle ait jamais entendue. Vers minuit, épuisés par la journée émotionnellement chargée, Inès et Sébastien s'installèrent sur le canapé convertible que Léa avait préparé. Ils s'allongèrent face à face, si proches que leurs nez se touchèrent presque. « Tu as peur ?» demanda Inès. « Terrifié ?» admit Sébastien, mais d'une bonne manière, comme si j'étais enfin en train de vivre ma vie au lieu de l'exécuter. Inès traça le contour de son visage avec son doigt. « Promets-moi quelque chose. Promets-moi que même quand ça deviendra difficile, et ça deviendra difficile, on n'oubliera pas cette journée. On n'oubliera pas ce qu'on a ressenti en choisissant le chaos plutôt que le contrôle. » Sébastien prit sa main et l'embrassa. « Je te le promets, et je te promets quelque chose d'autre. Je vais passer le reste de ma vie à mériter le courage que tu m'as donné aujourd'hui. » Ils s'endormirent enlacés, leur respiration se synchronisant dans l'obscurité de l'appartement de Léa, pendant que Paris continuait à vivre sa vie nocturne dehors. Deux personnes qui avaient raté leur train respectif et trouvé quelque chose de tellement plus précieux sur un quai de la gare du Nord. 6 mois plus tard, Sébastien se tenait sur le balcon d'un petit appartement du 10e arrondissement qu'ils avaient loué ensemble, un télescope pointé vers le ciel d'été. Inès travaillait à la table de la cuisine derrière lui, finissant les illustrations pour un livre pour enfants qu'un petit éditeur indépendant avait accepté de publier après avoir vu son portfolio. Sébastien avait pris un poste de consultant indépendant, travaillant à mi-temps pour des organisations à but non lucratif, ayant finalement le temps d'écrire les articles académiques qu'il avait toujours voulu produire. Leur vie n'était plus luxueuse, l'appartement était minuscule comparé à l'haussmannien du 16e. Ils faisaient leurs courses au marché local plutôt que de manger au restaurant. Ils prenaient le métro au lieu des taxis. Mais chaque matin, Sébastien se réveillait à côté d'Inès et ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais connu dans son ancienne vie. La paix, la joie, la certitude d'être exactement où il devait être. Il y avait eu des moments difficiles, bien sûr. Ses parents avaient été horrifiés par sa démission. Certains de ses anciens collègues le traitaient comme un traître. Les finances étaient serrées. Ils se disputaient parfois sur des choses stupides quand le stress s'accumulait. Mais même dans les moments difficiles, il n'avait jamais regretté ce mardi de février où sa valise avait explosé et où sa vie parfaitement ordonnée s'était effondrée pour révéler quelque chose de plus vrai dessous. Inès sortit sur le balcon et passa ses bras autour de sa taille. « Tu regardes quoi ?» Sébastien désigna un point brillant dans le ciel. « Jupiter. Elle est particulièrement visible ce soir. » Inès posa sa tête contre son dos. « Tu te souviens quand tu m'as dit que tu ne te souvenais pas de la dernière fois où tu avais fait quelque chose de spontané ?» Sébastien se retourna et la prit dans ses bras. « Comment pourrais-je l'oublier? C'était le jour où ma vie a vraiment commencé. » Ils restèrent sur le balcon jusqu'à tard dans la nuit, regardant les étoiles, planifiant leur prochain voyage, sans réservation ni itinéraire fixe, rêvant à voix haute de tous les possibles qui s'ouvraient devant eux. Et quelque part, dans une ville entre Paris et Bruxelles, des trains continuaient à partir à l'heure de la gare du Nord, transportant des passagers vers leur destination planifiée, inconscients des vies extraordinaires qui les attendaient peut-être s'ils osaient seulement rater leur correspondance et voir où le chaos les mènerait.
Sébastien avait passé 42 ans à éviter l'imprévu, à contrôler chaque variable, à suivre un plan tracé par d'autres. Et puis, par un accident de 3 minutes, il avait raté un train et rencontré une femme qui lui avait montré que la plus grande erreur de sa vie n'était pas ce train manqué, mais toutes ces années passées à ne jamais dévier de sa trajectoire. Dans les mois qui suivirent, leur histoire devint une sorte de légende parmi leurs amis. L'histoire du directeur financier qui avait tout quitté pour une illustratrice rencontrée sur un quai de gare. Certains la trouvaient romantique, d'autres la trouvaient irresponsable. Mais pour Sébastien et Inès, ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était simplement la vérité. La vérité qu'on pouvait passer sa vie entière à suivre le bon chemin et se rendre compte qu'on était perdu. La vérité qu'un moment de chaos pouvait révéler plus de clarté que des années de planification. La vérité que l'amour, le vrai, celui qui transforme et libère, arrive souvent exactement quand on cesse de le chercher et qu'on se permet enfin d'être trouvé. Et chaque année, le premier mardi de février, il retournait à la gare du Nord. Il se tenait sur le quai numéro 3, regardait le Thalys pour Amsterdam partir à 8h47 et célébrait le train que Sébastien avait raté et qui les avait menés exactement là où ils devaient être. Ensemble, vivants, libres, enfin chez eux, non pas dans un lieu, mais l'un avec l'autre. Car Sébastien avait appris ce jour-là que perdre son chemin était parfois la seule façon de se trouver vraiment, que les accidents n'étaient que des opportunités déguisées en catastrophes, que la vie commençait réellement quand on arrêtait de la contrôler et qu'on acceptait de danser avec son imprévisibilité magnifique et terrifiante. Il avait raté son train à la gare du Nord, mais il avait trouvé l'amour de sa vie sur le quai. Et dans le grand calcul de l'existence, avec toutes ces variables et ces inconnus, c'était l'équation la plus simple et la plus vraie qu'il ait jamais résolue. Parfois, rater le train est exactement ce dont on a besoin pour arriver à destination. Et parfois, la destination n'était jamais le lieu vers lequel on se dirigeait, mais la personne avec qui on choisit de voyager, sans billet de retour, sans itinéraire tracé, juste la promesse de se perdre et de se retrouver ensemble, encore et encore, dans le chaos magnifique de l'amour et de la vie. Vécu sans filet de sécurité, c'était leur histoire, l'histoire d'un train raté et d'un amour trouvé. L'histoire de deux personnes qui avaient eu le courage de tout changer en une journée et la sagesse de ne jamais revenir en arrière. L'histoire qu'Inès dessinait parfois dans ses carnets, transformant la gare du Nord en cathédrale de possibilités, les rails en rivières de destinées convergentes, et leurs deux silhouettes en étoiles qui avaient choisi de briller ensemble plutôt que de disparaître, séparément dans l'obscurité d'une vie qui n'était pas la leur.